your own safety, please avoid these areas. Salut tout le monde, bonjour Médoc, Yeah, bienvenue dans Classe Divi Plus avec, dans ce Classe Divi Plus, on a du lourd. Ah ouais, pour le coup on a du lourd, là c'est Tout simplement, on a l'un des jeux les plus attendus de l'année, on va le dire comme ça, en critique à la fin de cette émission. On va pas en dire plus, on va balancer direct le sommaire. On commence avec la critique de Drakengard 3. On enchaîne ensuite avec la critique de Always Sometimes Monster. Juste après, 3 une pas plus pour parler d'un jeu 3+. Et on conclut ce classé 18+, avec la critique de Watch Dogs. Tout simplement. Mais tout de suite, Les news. Alors qu'on le voyait bouger pour la première fois en janvier dernier, l'Ombre du Mordor avait su créer la surprise en se présentant comme un jeu d'aventure en monde ouvert, manifestement très ambitieux. Ambitieux dans son approche de l'univers de Tolkien, puisque le jeu se situe chronologiquement à une période jamais vraiment explorée, entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, alors que Sauron s'apprête à réinvestir le Mordor. Mais ambitieux dans ses mécaniques surtout, et celle du Nemesis System plus particulièrement. Derrière ce nom assez révélateur se cache un principe qui fait de chaque commandant de l'armée de Sauron un être unique, avec sa propre apparence et ses propres capacités, qui garde en mémoire ses potentielles rencontres avec le héros Talion. Un principe que nous avons eu l'occasion d'expérimenter directement lors d'une courte session de jeu déjà très éloquente. Rassurante également puisqu'elle a suffi à balayer une grande partie des craintes placées dans la grande ressemblance que l'Ombre du Mordor peut sembler avoir avec la série des Assassin's Creed. Car en confiant une âme à l'armée ennemie, le Nemesis System ne s'avère pas simplement intéressant dans l'idée, il est surtout un véritable moteur à l'échelle de tout le jeu. Il est cette mécanique bien huilée qui crée sans cesse des missions en permettant à Talion de pourchasser les commandants des rangs du Mordor de différentes manières. Mais il est aussi ce grain de sable qui fait grincer la mécanique quand un général vient s'inviter là où il n'était pas prévu, que ce soit pour affronter Talion ou pour défier ses propres congénères. Il est ce générateur d'intérêt qui va placer l'essentiel de la personnalisation de personnages du côté des rangs adverses, au lieu de rester bien sagement du côté du héros, comme c'est le cas habituellement. Et chaque succès ou échec du joueur devient alors un moyen de chambouler la hiérarchie des rangs ennemis, que ça soit en l'amputant de certains de ses membres clés ou en les intervertissant quand, par exemple, un orc prend du galon après avoir éliminé Talion. Talion, lui, n'a pas grand chose à faire de la mort, possédé par un esprit vengeur, il ressuscitera sans cesse jusqu'à ce que son objectif soit atteint. Et c'est finalement surtout dans cette transformation complète de l'approche de l'échec que l'Ombre du Mordor s'avère très intéressant dans le principe. Plus que dans sa prise en main ou ses autres mécaniques de gameplay en tous les cas, qui, tout en se profilant plutôt bien, reste assez classique en leur état actuel. Tout l'enjeu pour Monolith Production, maintenant, reste donc d'arriver à faire du Nemesis System cet énorme atout qu'il peut assurément constituer, plutôt qu'une routine vite lassante et vite oubliée comme on en voit trop souvent. Oui, Homefront aura bien une suite et comme prévu, c'est Crytek qui la développera, le studio en ayant acquis la licence lors du démantèlement de THQ. Nommé Homefront The Revolution, ce FPS se situe dans la ville de Philadelphie, dont il faudra reconquérir les rues une par une. Car oui, les envahisseurs nord-coréens sont toujours là, avec leurs drones et leurs tanks dans une ville ouverte que les développeurs nous promettent nettoyer de tout script. Le focus sera ainsi mis sur la notion de liberté, avec des embuscades dynamiques, des opérations de sabotage, la possibilité de recruter des résistants sur le pouce et de créer de toutes pièces des armes artisanales ainsi que des plans. À la campagne solo du jeu, qui jouera à fond la carte émotionnelle en tentant d'impliquer le joueur personnellement dans ce conflit urbain, s'ajoute un mode coop online qui nous permettra de créer notre propre cellule de résistance. Homefront The Revolution profitera bien entendu du moteur maison de Crytek, le CryEngine 4, également utilisé sur Rise, Son of Rome et le prochain Evolve de 2K Games. Prévu pour 2015, on en saura plus sur ce titre lors du prochain E3.
Doggy Bags est un projet initié en 2011 par Ron, le directeur éditorial du label 619, une collection publiée par Ankama Éditions. Son 6e tome est prévu pour bientôt. A priori, on se disait que cela aurait fait une news sympa pour 101%. Mais en le feuilletant, on se rend vite compte que ce livre, toujours très inspiré par l'esthétique des comics pulp et des films d'exploitation, n'est clairement pas pour les enfants. C'est pourquoi il trouve refuge dans les news de classé 18+. Pour ce volume, Ron, l'auteur, a invité une personnalité des plus surprenantes, Céline Tran, anciennement connue sous le nom de Katsuni, et que le public a pu découvrir récemment dans le rôle de la baronne, durant la 4e saison du Visiteur du Futur. Au départ, c'était simplement pour intervenir en tant que danseuse, en fait, pour le tournage d'une vidéo de promo. Donc c'était il y a déjà quelques années. Et puis au final, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire plus que ça, de dépasser un peu le stade juste de personnage sexy, qui était cohérent à l'époque puisque j'étais encore actrice X. Mais finalement, on a dépassé ça et on s'est dit faisons un tout nouveau personnage. Et il m'a proposé donc de coécrire le scénario. Ça a été un magnifique cadeau de sa part. Et voilà, aujourd'hui, ce travail de collaboration a enfin pris forme et l'album est prêt. Et voilà, je suis super contente de le présenter aujourd'hui. Heartbreaker, l'histoire déclinée en 3 actes dans ce volume unique, met en scène Selina, dont une virée trouble, un soir, va faire basculer sa vie dans une tournée surnaturelle qui se prête à tous les excès, avec un penchant particulier pour le gore. C'est Ron qui a eu l'idée d'une histoire de vampire. C'est un thème qui, bien sûr, a été exploité, surexploité dans plein de domaines, mais c'est un thème universel et surtout ce qui était intéressant là, et ce qui faisait sens, c'était de faire un parallèle entre vampirisme et pornographie. Et là, c'était vraiment cohérent. D'ailleurs, ce qu'on propose aussi dans l'album, c'est quelques bonus, des textes où on donne des pistes des lectures pour que les gens puissent justement y voir ce qui se cache derrière toute cette violence. Parce qu'au premier abord, effectivement, visuellement, c'est très gore. Mais derrière ça, il y a beaucoup de symbolique, beaucoup de parallèles. Ce volume de Doggy Bags sort le 13 juin prochain et s'orne pour l'occasion d'un trailer live bien péchu, durant lequel Selina dégomme du vampire de façon musclée. Mon nom est Selina. Je suis Heartbreaker. Un RPG open world, un scénario non linéaire, adulte où chaque décision aura des répercussions sur l'expérience de jeu, un écosystème réaliste, un terrain de jeu gigantesque annoncé comme 30% plus vaste que celui de The Witcher 2, avec des décors ultra variés et des moyens de locomotion allant du cheval au bateau, des PNJ ayant tous leur propre personnalité et motivation, un bestiaire de monstres doté d'une intelligence artificielle que l'on nous promet spectaculaire et associé à un système de combat aussi dynamique que tactique, The Witcher 3, construit bien évidemment sur les acquis du superbe volet précédent, mais se démarque de spectaculaire façon sur un point, ses graphismes, créé à partir d'un tout nouveau moteur propriétaire, le Red Engine 3. Autant dire que l'attente sera longue jusqu'au mois de février prochain pour les possesseurs de PC, de PS4 et de Xbox One. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her of the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil. Parmi les nouveautés présentées lors de l'E3 prochain, le stand Bethesda devrait accueillir une toute nouvelle licence, le jeu d'action coopératif à la 3e personne Battle Cry, jouable jusqu'à 32 en ligne.
Profitant de la direction artistique de l'immense Victor Antonov, qui a récemment travaillé sur Dishonored, ce premier titre du studio américain Battlecry, comme le jeu donc, fondé en 2012 et composé de développeurs aguerris, propose un nouveau type de guerre. Désormais, les conflits armés se résolvent dans des arènes spéciales et sont combattus à mort par de petits groupes de guerriers de tout pays formés pour celle-ci. Entre le peplum et le western, Battlecry devrait proposer un armement hétéroclite et original, fait de gadgets high-tech, d'arcs ou d'armes au corps à corps, transformables usant de l'énergie électrostatique. Un système d'adrénaline permettra de réaliser des coups spéciaux ultra puissants afin d'exécuter ses adversaires, tandis que les arènes permettront d'exploiter les capacités de mouvement développées des guerriers incarnés, qui pourront escalader des parois, utiliser un grappin, esquiver et charger leurs ennemis. Les arènes devraient également évoluer au fil des affrontements en fonction de leur déroulement. Bref, un titre prometteur sur le papier, dont on espère voir rapidement des images in-game. Toujours chez Bethesda, The Evil Within s'offre un petit trailer mettant en scène des joueurs, et non des acteurs, réagissant manette en main aux scènes bien gore du prochain survival horror de Mikami Shinji. Un dispositif de communication déjà exploité sur d'autres jeux, comme Dead Space 2 par exemple. Ce trailer fait également état de la nouvelle date de commercialisation du jeu, dont la sortie était repoussée de quelques mois. Il sortira donc le 24 octobre prochain, et non plus fin août comme initialement prévu. Pour rappel, ce jeu met en scène l'inspecteur Sebastian Castellanos, qui assiste impuissant au massacre de ses collègues par une entité au pouvoir surnaturel pour se réveiller dans un monde cauchemardesque. Un survival horror dans toute sa splendeur, où le joueur devra fuir, se planquer et utiliser des pièges pour espérer survivre et comprendre ce qui lui est arrivé. La sortie décalée au mois d'octobre de The Evil Within le confrontera à de nombreux blockbusters, dont le Borderlands The Pre-Sequel de 2K Games. Le prochain titre de 2K Australia, responsable du récent The Bureau, XCOM Declassified, sortira en effet le 17 octobre prochain sur PS3, 360 et PC. Supervisé par Gearbox Software, ce nouveau jeu de la célèbre franchise est situé chronologiquement entre Borderlands 1 et 2 et prendra place sur la lune de Pandore. Point de gravité donc pour un gameplay à base de jetpack, de nouveaux véhicules et bien entendu de coop, local ou en ligne. L'histoire tournera autour de Bojack, le charismatique bad guy de Borderlands 2, qui accédera au pouvoir lors de cette nouvelle aventure. Borderlands étant désormais une licence bien installée, 2K Games s'est lâché sur ce trailer dense, plutôt amusant. Et on conclut ces news avec un petit teaser du prochain Battlefield Hardline, qui a fait l'objet de nombreuses fuites sur internet, contraignant a priori Electronic Arts à dévoiler ses images avant le 3. On en saura davantage lors de la prochaine conférence EA, mais on peut déjà dire que ce jeu n'a plus grand chose à voir avec ses prédécesseurs, en proposant des affrontements flics contre criminels à la GTA.
Le jeu est développé par Visceral Games, l'entité responsable des Dead Space, en collaboration avec DICE, et exploitera le moteur Frostbite 3 sur toutes les consoles de salon, excepté la Wii U. On notera la présence au cast de l'acteur Eugene Bird, aperçu dans la série Bones, à moins qu'il n'ait été cloné dans le jeu sans son accord. Juste après ces news, on va rester dans l'actualité avec la sortie la très prochaine d'un netcode patch destiné à Battlefield 4. Non, nous n'allons pas parler du trailer leaké, c'est déjà fait dans les news, du trailer leaké sur le prochain Battlefield qui du coup va piquer à droite et à gauche, va piquer un petit peu à GTA 5 pour le côté braquage, va piquer un petit peu au Rainbow Six pour le côté team et sauvetage d'otages. Et donc ça c'est plutôt marrant. Et donc du coup, non, on va plutôt parler de ce patch avec une vidéo qui est vraiment à l'ancienne, très roots. T'as un type avec 2 PC, et donc sur ces 2 PC, il a son personnage en vue subjective et son personnage en face. Et donc du coup, il saute, il calcule le nombre de frames avant le patch et après le patch. On s'aperçoit qu'il y a une amélioration de 60%. De 60% de la vitesse de saut. Et on a également le tir, on rigole, mais c'est ultra important en fait. Ouais, bah oui. Et donc du coup, on espère vraiment que Battlefield 4, c'est un excellent jeu multijoueur, mais il a souffert d'énormément de critiques du fait d'une stabilité vraiment en berne par moment, et également de nombreux soucis en fonction des configs des joueurs. Donc ce netcode patch devrait normalement pouvoir améliorer pas mal de choses sur la next-gen et sur PC. Non, sur la old-gen et sur PC, sachant que un patch va arriver également sur PS4 et Xbox One un peu plus tard. Alors, sans doute d'ailleurs, il sera peut-être disponible au moment où vous verrez cette émission. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu la vidéo, mais je peux comprendre que pour des joueurs qui sont à fond dans le multi, et ce qui est le cas, j'imagine, vraiment de la plupart de ceux qui apprécient l'expérience Battlefield et notamment celle du 4e épisode, c'est super important. Des histoires de ping et compagnie, quand tu shootes, le fait que ça arrive en 9 frames et pas en 16, si, c'est super important en fait. Donc c'est bien, ça fait comme les pubs pour les voitures, tu sais, on te donne des détails techniques et tout, tu vois, mais ça reste super accessible, tu comprends, enfin je veux dire, l'expérience est plutôt simple. Donc c'est bien qu'ils améliorent. Le truc mieux, en fait, l'étape au-dessus, serait que dès le début, en fait, dès la sortie, il te sort un truc, un netcode, dès le début. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. On espère que pour le prochain, justement, ils amélioreront directement le multijoueur de manière à ce que ce soit stable tout de suite. Ça ferait plaisir à tout le monde. Donc maintenant, on va passer à notre première critique de Zine Plus, et il s'agit de la critique de Drakengard 3. Sachant que Drakengard, le tout premier, Moguri avait kiffé. Ouais. Est-ce qu'il a kiffé le 3, puisque c'est lui également qui a fait la critique? La réponse tout de suite. It's been too long, sister. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, Square Enix sortait avec Drakengard un de ses jeux les plus dérangeants et torturés. Un jeu tout droit sorti de l'esprit assurément dérangeant et torturé de Yoko Taro, duquel s'étaient déversés sans sommation des sujets aussi touchy que l'inceste ou les bébés démoniaques géants. Et Drakengard avait embrassé ces sujets complexes pour les réunir sous la bannière du grand malaise. Drakengard était assez fou. Et c'est précisément ce qui a pu le rendre merveilleux, malgré toutes ses lacunes techniques et ses phases de jeu oscillant entre le soporifique et le rageant. Car il était authentiquement fou. En partant d'une base très classique de guerre médiévale fantastique, il nous a finalement emmenés partout sauf là où on l'attendait, et jamais là où l'on était à l'aise. Originellement conçu comme un jeu unique, il avait laissé libre cours à sa démence, sans souci du lendemain, et manifestement sans grand souci du qu'en dira-t-on non plus. Et pourtant, c'est aujourd'hui Drakengard 3 qui sort en Europe sur PlayStation 3, après quelques mois d'hésitation. Et s'il est tout à fait rassurant d'une part de retrouver Yoko Taro aux commandes, et louable d'autre part de voir Square Enix lui accorder un nouvel espace d'expression, le fait est que 10 ans se sont écoulés depuis le premier Drakengard. It's been a long time, Zero. Dix ans durant lesquels auront donc eu le temps de sortir un Drakengard 2 qui n'avait jamais été prévu à la base, mais aussi un certain Nier, qui sous la direction du même Taro avait su créer la surprise en 2010. Et 10 ans surtout, durant lesquels certaines choses ont eu le temps de pleinement s'intégrer aux jeux vidéo, jusqu'à être plus ou moins normalisées. Pas en étant soignées, mais plutôt en étant adoptées par une majorité. La folie d'hier n'est plus nécessairement celle d'aujourd'hui. Ainsi, quand Drakengard 3 débarque, avec ses airs de mauvais élève irrévérencieux, et surtout avec son héritage, on s'attend forcément quelque part à ce qui nous gêne réellement. On s'attend à ce qu'il aborde des thèmes que l'on n'attendait pas, avec des mots que l'on n'attendait pas. On s'attend en fait à ce qu'ils nous disent d'aller nous faire foutre, nous et nos a priori ridicules, sur ce que le jeu vidéo est ou sur ce qu'il n'est pas. Et il essaye manifestement de le faire quand il interrompt lui-même son introduction trop classique par une grande gerbe de sang pour réaliser ce qui restera malheureusement son plus beau contre-pied.
basking in the newfound light. Quand il nous place dans la peau de la jeune Zelo aussi, qui en compagnie de son dragon Mikhail, et à 17 ans à peine, divise son temps entre l'assassinat de ses 5 sœurs, le parler vulgaire Stupid son of a bitch! et le sexe décomplexé avec les disciples qu'elle vole à ses victimes. Kill me as well. I kill my sisters. I take their men. Des disciples qui, comme ses sœurs, portent chacun bien haut le drapeau d'une perversion faussement masquée par ses apparences que l'on sait trompeuses depuis qu'on en a fait un proverbe. Bien sûr que sous ses airs de jeune homme angélique, Ditto cache un psychopathe obsédé par le sang et la violence. You're no intoner now. You're nothing. You're just a big sack of meat. Bien sûr que le vieux Octa, qui a en réalité 25 ans selon ses dires, passe son temps à vanter les proportions impressionnantes de son pénis et à vouloir l'utiliser sur à peu près tout ce qui bouge, y compris des animaux s'il le faut. Who needs darkness? Pretty much anything makes me hard. But that's not even... Bien sûr que l'attitude très calme et polie de Decadus ne masque pas 2 secondes ses penchants avérés pour le masochisme. I won't let you harm Lady Four. Tout cela est évident, et pourtant ces personnages ne manqueront pas de nous le rappeler. Tout le temps, entre chaque coup d'épée et chaque gerbe d'un sang bien évidemment abondant. There are far more horrific things in the world, after all. Yeah, like your sex drive. Entre 2 utilisations déjà vues 1000 fois de la censure ironique, ou de 2 tirs de missiles nucléaires sur un 4e mur en paille aussi. Et c'est assez triste. À plus forte raison, lorsqu'on y ajoute un bestiaire convenu, un univers impersonnel au possible, et une mise en scène qui semble convaincue que l'écran splitté est encore osé en 2014. Rude, but I brought you a housewarming gift. Oh, tout ça finira par avoir une sorte de sens une fois qu'on aura, comme de coutume dans la série, débloqué les différentes fins disponibles et situé Drakengard 3 dans la chronologie de ses aînés et de Nier. Les plus assidus auront même un manga et plusieurs nouvelles à se mettre sous la dent, dans lesquelles on découvrira notamment le passé d'enfants battus, puis prostitués de Zelo. Don't come out! Not now! Les détails de ce genre, Drakengard premier du nom, les énonçait sans détour. Peut-être un peu n'importe comment, et peut-être sans véritable but autre que celui de déranger. Mais Drakengard était fou. Et ce n'est absolument pas le cas de Drakengard 3, qui se contente aujourd'hui de vivre par procuration les aventures de ce grand-père excentrique qui n'a jamais vraiment connu et qui se sent surtout obligé de nous les raconter dans le détail. En résulte un anachronisme terriblement contre-productif, comme peut-être celui qui consiste par exemple à qualifier en 2014 un délinquant de blouson noir. There. Shall we finish this? Mais cet anachronisme, Drakengard 3 ne le cultive jamais autant que quand il se laisse jouer. Quand il enchaîne les missions pliées en 4 écrans linéaires et les quêtes annexes bien rangées entre elles. Quand il affiche aussi un système de combo on ne peut plus rudimentaire dont la possibilité d'utiliser ou d'améliorer 4 types d'armes différentes ne viendra jamais combler le manque total d'intérêt. Pas plus que la présence du dragon Mikhail ne viendra dynamiser quoi que ce soit. Puisque son utilisation est limitée à des aides ponctuelles ou à des niveaux prévus pour ça, et donc encore plus vite que la normale. Et si les terribles lacunes techniques, faites de framerate complètement aléatoires, de chargements beaucoup trop longs, de textures tout droit sorties de 2003 ou d'inexplicables 15 Go d'installation obligatoire sont facilement attribuables à un manque certain de budget, rien ne vient les contrebalancer. Alors que Nier avait su faire oublier ces mêmes défauts en multipliant les séquences surprenantes, il faut attendre le dernier boss de la dernière fin disponible de Drakengard 3 pour espérer sortir de la routine d'un autre âge dans laquelle il s'est confortablement installé. Même sa manière d'offrir un contenu au demeurant assez conséquent est extrêmement datée. Comme on ne s'étonne plus d'un papy pervers ou d'un jeune psychopathe depuis les années 90, on peine à être authentiquement enthousiasmé par 3 coffres vaguement cachés dans chaque niveau, du gain d'expérience et un système d'arsenal illusoire, ou des missions facultatives, toutes basées sur le même principe. À moins qu'on y trouve cette sorte de saveur d'antan sur laquelle la nostalgie agit comme le plus efficace des exhausteurs de goût. Mais ça n'enlève rien à la tristesse de la situation. 3 down, 2 to go. Il est peut-être un peu injuste de comparer Drakengard 3 au premier épisode de la série, alors que 10 ans les séparent et qu'ils sont sortis dans 2 contextes complètement différents. How tacky can you get? Seulement, en se réfugiant sciemment dans des routines de gameplay et de propos anachroniques, Drakengard 3 pousse lui-même à cette comparaison.
il fait strictement l'inverse de ce qui définissait son aîné, en évitant soigneusement le hors-piste et en nous racontant le malaise au lieu de se l'approprier. Mais comme ces personnes souvent âgées qui radotent en attendant la mort, Drakengard 3 est touchant. Beaucoup plus qu'il ne peut être rageant en tout cas, et ce malgré ses grosses lacunes et son manque d'ambition malheureux. On ne peut s'empêcher de vouloir l'aimer quelque part, parce qu'il est émouvant de le voir ressasser le passé, et aussi parce qu'on ne peut qu'apprécier de voir Square Enix prendre ce genre de risque entre un All the Bravest et 2 suites de Final Fantasy XIII. Et si le jeu reste malgré tout une facette de l'esprit dérangé et passionnant de Yoko Taro, sa plus grande faute est sûrement de n'avoir pas compris que la folie, comme tout le reste, passe de mode. It's time to put an end to the intoners. Bon, finalement, oui et non. Non, le jeu est pas bon. Oui, malgré tout, les qualités du premier sont encore présentes dans le 3, mais malheureusement, il apporte rien. Il explicite beaucoup de choses, et donc le premier perd un petit peu de son aura à cause de ce troisième volet. Et donc c'est un peu dommage, mais malgré tout, on sent qu'il aurait aimé ce jeu, et c'est pas le cas, donc c'est très dur. Bah, il avait particulièrement, dans le premier, je sais qu'on a discuté souvent, lui, c'était vraiment attaquer les enfants, quoi, c'était son thrill, tu vois. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Je savais pas qu'il était sadique comme ça. Écoute, c'est Moguri, bah il fait pas partie de mon gang. D'accord, t'as que des Oh, un j'ai peu que bizarres. des cramés de la tête. D'accord. je m'en doutais depuis longtemps quand même, que tu le dises et que tu l'as mis comme ça. Ah, bah, je sais pas face ça, caméra, je sais. c'est bon, c'est bon. Petit clin d'œil à Moguri. On va enchaîner maintenant justement avec un jeu qui s'appelle Always, Sometimes Monsters. Donc on va s'apercevoir qu'en fait la plupart des gens que l'on côtoie sont potentiellement des monstres ou potentiellement des gens plutôt bien. Ce sera à vous de choisir. Et c'est un RPG qui est vraiment très particulier et qui s'ancre dans une réalité sociale très forte. Ce qui fait que le jeu est pas forcément fun à jouer, mais il est très intéressant à jouer. La notion de choix a souvent été une préoccupation majeure dans le jeu vidéo, du fait même de l'interactivité qui définit notre média. Choix de notre avatar, embranchements multiples, approches diverses, mondes ouverts, de nombreux jeux essayent régulièrement de libérer le joueur pour lui confier un rôle plus gratifiant que celui de simple marionnette manipulée par des level designers. Always Sometimes Monsters cumule toutes les possibilités citées plus haut pour proposer une alternative rétro au Heavy Rain de Quantic Dream. Le background du jeu n'ayant ici plus rien à voir avec le polar, pour proposer quelque chose de bien plus proche de nous, une analyse de nos comportements en société, une comédie de mœurs donc, visant un réalisme qui peut s'avérer déprimant. Au début de l'aventure, le jeu de Vagabond Dog, un studio canadien composé d'une petite dizaine de développeurs, vous propose de sélectionner votre avatar ainsi que sa compagne ou son compagnon. Contrairement au Tomodachi Life de Nintendo, ici, il est possible d'être homosexuel. Quel que soit votre choix, ce dernier sera exploité dans le jeu, les PNJ réagissant différemment en fonction de la personne que vous avez choisi d'incarner, que ce soit en fonction de votre sexe, de votre orientation sexuelle ou de votre couleur de peau. Ce choix n'affectera pas le début de votre aventure qui commence toujours de la même façon, dans le passé, au moment où vous décidez d'approcher un éditeur afin de publier et de financer le manuscrit que vous êtes en train d'écrire. L'introduction expédiée, vous voilà dans le présent, sans le sou, menacé d'expulsion par votre proprio et séparé de votre partenaire. L'objectif premier du jeu consistera à tenter de rejoindre votre ex afin de tenter d'empêcher son mariage. Mais il faudra pour cela trouver un moyen de quitter la ville et donc de réunir l'argent nécessaire à votre voyage. Petit boulot, discussion avec les PNJ, quête annexe, nuit passée à la belle étoile à dormir sur un vieux matelas miteux ou chez un PNJ conciliant, le quotidien de votre avatar ne sera pas joyeux et se rapprochant cela des films de Stephen Frears par exemple, ou de comédies douces amères, telles que De battre mon cœur s'est arrêté. La plupart des décisions du joueur auront des conséquences à court ou moyen terme. Si vous refusez de rendre les clés de votre appart à votre proprio, ce dernier vous jettera à la rue, même si vous parvenez à réunir l'argent nécessaire au paiement de votre loyer. Vous devrez aussi gérer un cycle jour-nuit, ne pas manquer des rendez-vous importants, veiller à vous nourrir régulièrement, quitte à pêcher dans le réservoir d'eau de la ville, saisir des opportunités, collecter des figurines. Les interactions possibles sont nombreuses et il faudra sans cesse faire des choix en fonction de votre personnalité et des événements ponctuant une vie normale. Il n'existe pas une seule façon de progresser, mais plusieurs. Always Sometimes Monsters rappelle sur bien des points le RPG japonais Earthbound pour son contexte barré et ses mini-quêtes sorties de nulle part, sans oublier ses graphismes 2D définitivement rétro. Si le jeu n'échappe pas aux clichés, il en joue avec un humour assez noir, les situations proposées étant souvent touchantes, voire dérangeantes. Un titre intéressant donc, adulte, n'hésitant pas à donner dans le commentaire social, même s'il faudra pour cela maîtriser l'anglais. Mais le réalisme de son background pourra rebuter les joueurs qui cherchent avant tout dans notre média une échappatoire, un moyen de se soustraire quelques heures au train-train quotidien. Point de super-héros dans cette aventure, mais des personnages pétris de défauts dont les décisions façonneront leur façon d'avancer dans la vie.
Voilà, partagez sur Always Sometimes Monsters parce que d'une part, j'aime beaucoup le jeu, j'aime bien les intentions. Et j'aime bien cette idée genre de te faire jouer un personnage qui déjà peut être n'importe qui. Mais ce n'importe qui, en fonction de ton choix, de tes choix de départ, ça aura des conséquences dans tes interactions avec les PNJ, etc. Les situations proposées sont très réalistes. Les thématiques taclées sont vraiment de l'ordre du la dépression, le suicide, la difficulté d'interagir avec les gens autour de soi, de se créer un réseau social cohérent, simplement de vivre, c'est pas évident, de gagner sa vie, de gérer la déception, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, etc. Il y a plein de choses qui sont abordées dans le jeu. Mais du coup, c'est des choses quand même de ta vie au quotidien. Ouais. Et moi, je fais partie de ces gens, lorsque je joue à un jeu vidéo, c'est plutôt pour jouer une boule rose à la Kirby, tu vois, qu'un type qui va déprimer genre pendant toute la partie. D'accord. Et donc, je suis un peu... j'aime bien le jeu parce que clairement, c'est bien fait, il y a vraiment de belles intentions et il y a du cœur quoi, derrière. Mais c'est vraiment pas drôle, quoi. C'est comme lorsque tu vas voir un film, genre une comédie douce amère française, et donc du coup tu vas être là, tu vas sortir de la salle, tu vas être déprimé. C'est un bon film, il n'y a pas de souci, mais putain, ça t'a quand même brisé ta soirée, c'est horrible. Et t'as un peu ce même constat avec le jeu. Et donc du coup, bah voilà, c'est à vous de choisir, voir si ça peut vous plaire ou non. Mais en tout cas, le jeu coûte pas spécialement cher, donc c'est peut-être lui donner sa chance et ce serait plutôt bien vu, quoi. D'accord, voilà. Ok, très bien. On enchaîne maintenant avec... on va changer les idées complètement. Bah ouais, là, parce que là, attention, là, on tombe dans la déprime. Les gens commencent à sourire les veines et pour le coup dans le bon sens. Donc vas-y, Thierry. 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. C'est maintenant. Arrête, c'est bon, c'est maintenant. Abyss est la conversion Wii U du titre éponyme sorti sur DSiWare en 2012. Un jeu d'adresse où l'on contrôle Neptuno, un robot biomécanique chargé de récupérer une nouvelle source d'énergie dans des profondeurs sous-marines extrêmes. 6 ou 8 pierres énergétiques, les Gaïa, doivent ainsi être collectées dans chaque niveau, de celles-ci dépendant la survie de l'humanité. Nous sommes en effet en 3024 sur Terre et les ressources naturelles ont été épuisées. Neptuno et les Gaïa font donc office de dernière chance. Les contrôles sont on ne peut plus simples, le stick ou la croix pour diriger Neptuno et un bouton pour gérer sa vélocité. Mais il faudra faire avec l'inertie des profondeurs et la gravité afin de serpenter dans des grottes plus ou moins naturelles, sachant qu'un choc entraîne une mise en alerte de Neptuno et un second choc quasi immédiat, son explosion. Un choc n'est donc pas mortel, ni même les suivants pour peu que ces derniers soient suffisamment espacés. Sachant qu'évidemment, plus vous allez vite, plus haut vous apparaîtrez dans les classements en ligne du jeu. Autre subtilité, un halo de lumière entoure Neptuno, ce dernier diminuant au fil du temps pour vous obliger à tâtonner dans une obscurité quasi totale, accentuée par le grain de l'image. Pour recharger le halo, il suffit de collecter une pierre Gaïa. Très agréable à manier et plus subtil qu'on ne pourrait le penser en termes de gameplay, Abyss reste un tout petit jeu. Aux 12 missions solo de base s'ajoutent les 8 du Dark Mode à débloquer, ainsi que 2 autres modes de jeu, le Time Attack, également à débloquer, et un mode versus plutôt rigolo, un joueur étant focalisé sur l'écran du gamepad et l'autre sur la télé. Ce mode versus se présente comme une course où il faudra toujours récupérer des pierres Gaïa, tout en veillant à ne pas s'écraser contre les parois, sachant qu'il est tout à fait possible de rentrer en collision avec son adversaire. Techniquement, les développeurs ont réalisé une conversion Wii U assez quelconque. L'animation manque par moments de fluidité, les graphismes sont minimalistes, et si les musiques électro restent excellentes, elles sont peu nombreuses. Pourtant, Abyss parvient à séduire. Grâce à ses contrôles subtils, nécessitant doigté et patience, une difficulté assez élevée, une ambiance travaillée aussi, qui fait intervenir une voix off s'inquiétant du sort de Neptuno. Et puis il ne faut pas oublier le prix du jeu, très léger, puisqu'il tourne autour des 2 €. Une hype pas possible, on en a régulièrement parlé dans Classique du Plus, même si on a fait une petite pause ces dernières semaines, justement pour laisser le temps à la critique d'arriver, de maturer. Clairement, ça a été une claque lorsqu'il a été présenté pour la première fois à l'E3. Les attentes étaient énormes. On voulait un jeu qui, quelque part, symbolise ce que peut apporter la PS4, ce que peuvent apporter la PS4 et la Xbox One. Exactement. Et puis même également le PC avec les meilleures cartes 3D, etc. C'est toi qui as fait les critiques. Ouais. Est-ce que tu veux dire un mot de lancement ou on regarde la critique, on en parle juste après? On va regarder la critique et on en parle juste après. Let's do it. Back in.
Voilà donc le gros morceau de ce classé 18+, voire même de l'année. À l'heure où le staff de No Life envoyé à l'E3 prépare slip de rechange, chaussettes et caméras, en vue d'une édition 2014 qu'on espère brillante, je dois me taper la critique d'un jeu, du jeu en fait, qui nous a pratiquement tous hypés sur le salon il y a de ça 2 ans. La question à 10 000 $ est donc la suivante. Comment gérer cette immense déception qui m'est tombée sur le coin de la gueule au bout d'à peine quelques heures de jeu? Comment, malgré ce sentiment de m'être fait rouler dans la farine, vais-je réussir à rester à peu près objectif concernant les qualités éventuelles de ce Watch Dogs? Eh ben c'est mon problème, et vous êtes en droit de vous en foutre. Après tout, chacun sa merde. Stay focused. Aiden Pearce est un hacker qui, jusqu'à maintenant, vivait la vie folle avec son binôme et mentor Damien Brenks. Les deux compères décident un jour de faire un coup massif, The Big One si on peut dire, qui tourne évidemment cacao lorsqu'un autre hacker mystérieux s'invite à la fête. What the hell is that? We need to abort. Pearce et Brenks subiront les conséquences de leur cupidité, et Aiden perdra même dans le processus sa jeune nièce Lina. Not a problem. Nope. Okay, I'm good. Le jeu commence quelques mois plus tard, alors qu'Aiden a déjà entamé son tête-à-tête avec le tireur responsable de l'accident de voiture qui a été fatal à Lina. L'histoire de Watch Dogs abordera donc avant tout le thème de la vengeance, avec un Aiden Pearce en quête de noms et de réponses, le tout agrémenté de groupes de hackers, de délire à la Big Brother et de lutte contre le système. D'une manière générale, les différentes situations auxquelles est confronté Pearce ont déjà été lues, vues ou jouées ailleurs. On comprend que la nature AAA du titre pousse Ubi à donner dans le cliché, histoire de taper large. On regrette tout de même qu'il n'y ait pas de personnage, mis à part Jordi à la limite, réussissant véritablement à se démarquer. Là où un The Last of Us ou même un GTA V sur PS3 arrivait à faire passer de vrais feelings à travers un seul regard ou une simple intonation de voix, Watch Dogs se contente du minimum, avec quelques tentatives parfois maladroites de susciter l'émotion. Dick. Watch Dogs est un open world se déroulant dans la ville de Chicago, une ville de taille plutôt correcte, mais surtout remplie d'un nombre incalculable d'activités sur lesquelles passer du temps. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Pour connaître les différents points d'intérêt, Ubisoft a implanté une mécanique désormais bien rodée qui reprend les principes des points d'observation dans un assassin. Les tours CityOS peuvent ainsi être hackées afin de débloquer tout un tas de nouvelles activités, mais également des planques qui permettent aux joueurs d'effectuer du voyage rapide. Ce sur quoi les équipes de com d'Ubi se sont étalées, c'est bien évidemment la dimension hack du titre. Et Aiden peut effectivement orchestrer tout un tas de choses uniquement à partir de son smartphone. La feature Profiler, qui s'active lorsque le portable est sorti, permet d'avoir une tonne d'informations sur les éléments qui vous entourent, aussi bien concernant les personnes que les appareils potentiellement piratables. Aiden peut ainsi connaître le job, mais aussi les petits secrets que cachent les passants, et même pirater quelques comptes en banque, histoire de se mettre bien à son prochain passage devant une borne ATM. Il peut également adopter le point de vue de n'importe quel appareil muni d'une caméra. Une feature bien pratique qui permet entre autres d'activer des systèmes ou d'atteindre des endroits inaccessibles autrement. On se retrouve d'ailleurs assez souvent à naviguer d'une cam à l'autre, et certaines missions impliquant de la neutralisation d'individus peuvent se remplir sans même qu'Aiden ait à bouger. Ici, la ville est effectivement votre arme, et Aiden peut interagir avec tout un tas d'éléments susceptibles de lui donner l'avantage dans une config de course-poursuite par exemple. S'amuser avec les feux tricolores créera du carambolage potentiel. Activer un pont, une porte de garage ou des bornes au sol permettra de distancer les poursuivants. Faire péter une canalisation causera de gros dégâts à un véhicule, etc. Avec un peu de timing, même si on est assisté, et de l'imagination, on peut donc se sortir de pas mal de situations. Pour s'introduire dans un système protégé, la partie hack propose enfin du mini-jeu un peu plus terre-à-terre, où il est question de jouer sur un principe de nœud pour rediriger un signal. Du coup, on peut se faire ses propres films en balançant des termes à base de « Ok, je vais rediriger le flux de données annexes, utiliser un proxy encrypté et ainsi contrebalancer les firewalls externes. » Mais l'ensemble est plutôt répétitif et à terme moyennement enthousiasmant. Le truc triste, c'est que ça reste le délire qui se rapproche le plus de ce qu'on imagine être du hack. Pour être opérationnel en toutes circonstances, Aiden peut répartir des points de compétences gagnés au fil des activités réussies, et ce dans plusieurs domaines comme le piratage bien évidemment, mais aussi le combat ou encore la conduite. On peut également crafter quelques appareils plutôt utiles comme des engins explosifs, des brouilleurs et même des petits dispositifs donnant dans la diversion. Mais l'essentiel de l'expérience Watch Dogs se résume très clairement à de la course-poursuite et du gunfight. Dans cette dernière catégorie, vous avez un système de bullet time, appelé ici Focus, qui vous permet naturellement de ralentir le temps afin de mieux viser.
A noter que cette feature peut également s'appliquer lorsque vous êtes au volant, vous permettant d'envisager les virages de manière sereine, ce qui n'est pas vraiment du luxe compte tenu des feelings de conduite que l'on trouve particulièrement désagréables ici. Restent toutes les activités annexes que la ville propose, comme du jeu d'échecs, des missions d'escorte ou de fixeur, de la quête secondaire, parfois mieux écrite que la principale, des mini-jeux en réalité augmentée, ou même du trip numérique à base d'araignées mécaniques géantes, qui peuvent effectivement divertir entre chaque mission obligatoire. Comment ne pas être déçu, ne serait-ce que d'un point de vue technique, lorsque l'on traîne sur une version PS4 et qu'on la compare à ce qui nous a été montré à l'E3 2012. Vous aussi d'ailleurs, chez vous, amusez-vous à reproduire les séquences présentées il y a 2 ans et à relever les différences à la limite du scandale. Amusez-vous à observer cet effet réflexion dernier cri sur les vitres des buildings. Amusez-vous tout simplement à recenser les bugs les plus rigolos de Chicago. Alors pour être honnête, il est difficile, et ce pour n'importe quel studio de développement, de se pointer avec un titre sans défaut technique, surtout lorsque ce dernier donne dans de l'open world. Il est également difficile, et on a pu le constater sur GTA V et les nombreux autres jeux pouvant se vivre online, d'arriver avec du serveur stable dès les premiers jours. C'est dommage pour le coup, car les challenges online, donnant dans le cache-cache et la surveillance pour les plus intéressants, sont vraiment les bienvenus. Malheureusement, il arrive fréquemment que le jeu indique un temps d'attente de 2 minutes par exemple, qui se révèle au final beaucoup, mais genre beaucoup plus long, lorsque ça marche. Et si ce n'était que ça, Watch Dogs s'en sortirait plutôt bien. Reste que le jeu a complètement oublié d'être original dans son histoire et dans sa mise en scène, que les courses-poursuites sont ultra laborieuses compte tenu de la conduite et de l'impossibilité de tirer au volant, et que les missions se ressemblent sévèrement et peuvent même énerver, en particulier lorsqu'il s'agit de passer inaperçu et qu'on doit recommencer parce qu'on s'est fait griller. Même si beaucoup de jeux proposent ce type de mission, on aurait aimé, à l'heure des PS4 et autres Xbox One, qui plus est dans un open world, avoir l'opportunité d'effectuer toutes les missions comme on le souhaite. Au final, on a l'impression que Watch Dogs est le fruit des travaux de plusieurs entités, Ubi Montréal, Ubi Paris, Ubi ce que tu veux, qui ne se sont pas ou très peu concertées durant le développement. Il en résulte un titre avec une tonne d'idées, bonnes pour certaines, mais qui ne forment pas un ensemble cohérent. La bande-son et les différentes stations du jeu démontrent que le staff chargé de cette dimension n'a absolument aucun goût. Les thèmes abordés, à base de sexe, de glauquerie et de déviance, que l'on peut par exemple observer à travers les vidéos de DeadSec, ou les infos récoltées via le profiler, semblent avoir été pensés par des adolescents. Le pire, c'est qu'à la manière d'un Assassin's Creed ou même d'un Far Cry, on n'a presque aucun doute quant à la qualité des prochains épisodes estampillés Watch Dogs. Car si on peut reconnaître une qualité à Ubi, c'est bien celle d'identifier les features qui marchent et qui sont susceptibles de plaire dans une suite. En attendant, avec un clin d'œil complice et un rictus qu'il aurait mieux fait d'effacer de son visage, le département communication d'Ubisoft nous avait gracieusement, à la manière d'un prince complètement zélé, laissé quelques mois supplémentaires pour explorer Los Santos. On va donc laisser à Ubi au moins 1 ou 2 épisodes supplémentaires de Watch Dogs avant de remettre plus d'une 60aine d'euros dans sa franchise. Go ahead. Alors la difficulté, Thierry, pour la critique de Watch Dogs, donc c'était vraiment essayer de... Parce que comme beaucoup de joueurs, et j'imagine pas mal d'entre vous, E3 2012, j'étais à donf. Voilà, parce que je suis un grand enfant. Et parce que je suis quelqu'un d'optimiste, donc j'étais à donf. Je voulais croire à tout ce qu'on nous montrait. Je voulais croire, je voulais me dire, ouais, ce qu'on nous a montré là, ouais, c'est comme ça que ça va être. Tu vois, et puis d'autant qu'après, il y avait 2 ans hein, pour... manifestement, ils avaient déjà commencé le développement, et puis il y avait 2 ans pour affiner, pour améliorer le délire, et pour le concrétiser. Ils ont gratté quelques mois, donc, ce qui a été d'ailleurs l'occasion de quelques maladresses de communication. Mais c'était difficile du coup de jouer à ce Watch Dogs sur PS4, d'essuyer une quantité incalculable de déceptions. J'ai été déçu sur plein de niveaux, déçu parce que ce qu'on nous avait montré finalement c'était pas ce que j'avais, déçu aussi parce que j'avais des expectations, peut-être même que je me suis fait des films tout seul, tu vois, genre on va voir ça, et du coup j'avais pas ça, j'étais déçu. Donc faire la part des choses entre ça et être là et dire voilà le résultat, qu'est-ce qui vaut le jeu pour quelqu'un, par exemple, qui serait caché pendant plusieurs années dans une grotte, il sort, tiens, une PS4, tiens, c'est quoi comme jeu, ça, Watch Dogs, hein, ça a l'air pas mal, je joue, qu'est-ce qui vaut le jeu?
où est-ce que tu prends du plaisir, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui a été mal fait. C'était très difficile, mais c'est mon métier. Voilà, donc finalement, l'effet que ça aura sur moi, parce que donc vous avez vu la critique, vous avez vu que il y a des trucs bien, il y a d'autres trucs que j'ai vraiment trouvé vraiment pas bien. L'effet que ça aura eu sur moi finalement, c'est qu'à partir de maintenant, définitivement, E3, TGS, tout ce que tu veux, quand il y a l'annonce d'un jeu, et particulièrement Ubisoft, il y aura le filtre. Ok, montre-moi ce que tu veux. filtre tout le temps. C'est systématique, il faut aussi mais se laisser l'opportunité de rêver. C'est ça, de participer, genre à l'élan un petit peu, genre ça. Putain, ça va être génial. Mais oui, parce évidemment. qu'on espère que ça va être génial. Évidemment. Mais parce que c'est agréable d'être enthousiaste. C'est agréable de s'enthousiasmer pour un jeu, tu vois. C'est un sentiment agréable. Mais là, il y a le filtre. Là, il y a peut-être une petite partie de moi qui est morte à l'intérieur, Thierry. Carrément. Voilà. Maintenant, sur ces histoires, parce que vraiment le truc sur lequel, le truc que je mentionne dans ma critique, un des trucs que je mentionne dans ma critique et qui a été dit un petit peu à droite et à gauche, c'est voilà ce sentiment limite d'avoir été scammé, d'avoir été roulé dans la farine. Quand tu regardes la présentation de l'E3 2012 et le jeu, la même mission, les mêmes situations, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce qu'on nous a promis. C'est pas du tout ça. Il faut bien comprendre que c'est pas Ubisoft qui a inventé ce procédé. Ah bah non. C'est dans le milieu, on appelle ça une motorstorm d'ailleurs. Hein, donc faut faire attention. C'est pas eux qui ont inventé le procédé, mais ça fait jamais plaisir quand ça arrive. Voilà. Et une nouvelle fois, lorsqu'on nous présente des jeux pour la première fois, c'est sur des PC qui n'existent pas. Donc c'est très beau, donc c'est des intentions. C'est des intentions, voilà, on vise cette qualité-là. Et au final, c'est à nous de dire la qualité, est-ce qu'ils l'ont atteinte ou pas. En l'occurrence, non, c'est une déception. Mais du coup, ce qui serait bien, peut-être on devrait faire un extra, un de ces quatre là-dessus, c'est quand justement on nous montre les intentions, on met en bas à gauche ou en haut à gauche, intention. Et pas actuel gameplay footage ou quoi que ce soit. Tu vois, ça serait bien qu'ils disent voilà ce qu'on aime, voilà ce qui serait bien. Mais c'est du gameplay footage. C'est-à-dire qu'ils ont saisi du jeu, même si c'est une vertical slice, même si au final il n'y a pas d'open world, il y a juste une section de jeu qui existe, c'est du gameplay. Oui, d'accord, mais si la machine elle n'existe pas, elle n'existe pas. Oui, d'accord, mais ça reste du gameplay. coup, il faut savoir lire. Mais dans ce cas, dans ce cas, c'est pas complètement honnête. Non, mais si on prend une seule partie, c'est du marketing. Le marketing, ils sont pas là pour te dire la vérité, ils sont là pour te donner envie. Ah, c'est sûr. Il n'y a pas de problème. Mais du coup, du point de vue du joueur, voilà. Donc un conseil, blindez-vous aussi pour pas être déçu comme moi. Je suis sensible. Blindez-vous. Voilà. D'ailleurs, bientôt c'est le 3, Thierry. Bientôt c'est le 3. On va vous parler de choses, peut-être avec le sourire, peut-être avec de l'enthousiasme, peut-être avec de la patate. Blindez-vous quand même. Mettez le filtre. Le filtre Ubisoft, c'est comme ça que je vais l'appeler. D'accord. Mettez ce filtre et puis attendez d'avoir quelque chose. Attendez d'abord d'avoir les critiques sur nos groupes et puis sur les autres sites et les reportages, les news, les avant-premières, c'est vraiment pour vous donner un avant-goût, vous communiquer les intentions des développeurs, etc. Mais ce qui compte au final, c'est réellement la critique, c'est la vie finale. Donc il faut pas... Moi, je déconseille clairement, à moins d'être complètement fan d'un univers ou fan de telle ou telle personne de l'équipe de développement, précommander les jeux, c'est quand même une sacrée prise de risque. Hein. D'autant plus qu'on a régulièrement des décalages au niveau des dates de sortie, etc. Et on sait que des fins de prod, ça se passe plus ou moins bien. Et là, visiblement, pour Watch Dogs, ça a été très compliqué. D'où la date de sortie repoussée. Et d'où le résultat un petit peu mitigé également. Et puis je peux même imaginer la frustration de certaines personnes qui ont bossé, des équipes d'Ubi qui ont bossé là-dessus, qui aussi, eux, avaient, qui voulaient faire des choses et puis qui n'ont pas eu la possibilité ou qui étaient frustrés de voir la manière dont le département marketing communication a géré, par exemple, l'adresse de « on vous laisse 2 mois supplémentaires pour visiter Los Santos ». Non, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça, tu énerves tout le monde, tu énerves les gens d'Ubisoft, tu énerves... Moi, regarde, je suis énervé là. Tu énerves tout le monde, tu ne fais plus ça. Voilà, je pense que le message est bien passé. Et de toute manière, on va pouvoir en reparler très rapidement d'Ubisoft et compagnie, puisque le prochain Classique du Plus, ce ne sera pas dans 15 jours, ce sera dans une semaine. Dans une semaine, ce sera tourné à l'E3, donc ce sera un tout petit Classique du Plus, parce qu'on va le tourner là-bas, et là-bas, on aura pas mal de choses à tourner également. Et donc du coup, ce sera quand même un premier gros point sur les grosses annonces 18 Plus, des jeux qui vont arriver en fin d'année, l'année prochaine et les années qui suivent. Et donc ça va être une bonne chose. Et ensuite, dans 15 jours, on aura le vrai 18 Plus, avec de l'interview dans tous les sens, avec des news développées, ça va être relativement massif. On n'a pas beaucoup de critiques qui arrivent, mais par contre, au niveau des annonces, on espère être complètement blindé à l'E3 et en prendre plein les yeux. Même si, cette fois-ci, on aura un filtre, mais pas trop quand même, parce qu'il faut pouvoir rêver. Il faut se laisser la place pour rêver. Salut tout le monde.
Ciao.